Je me rends compte de plus en plus que une des choses la plus partagée aujourd'hui, c'est la faiblesse émotionnelle. La fragilité émotionnelle, c'est une résultante du fait que nous avons, sans le vouloir, sans le savoir inconsciemment, pratiqué la fuite devant tout ce qui est contradiction, tout ce qui est différence. Plus tu fuis les situations contradictoires, plus tu développes la fragilité émotionnelle. Parce que le muscle se renforce lorsqu'il est challengé. À partir de ce moment, quand vous allez vous retrouver dans des groupes ou dans une entreprise, ayant développé votre muscle émotionnel, il y a des situations devant lesquelles vous ne fuyez pas. Il fait partie des espèces végétales en Afrique qui non seulement s'imposent par ses feuillages, mais aussi par ses racines, assez profondes, avec des feuillages qui s'imposent également. Et nous allons nous arrêter avec ce numéro pour apprendre un peu de ce type d'arbre. Je veux parler du baobab. Le proverbe donc de ce numéro, je cite, « La force du baobab réside dans ses racines ». Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bonjour, coach. Bonjour, bonsoir, Gloria. Non, ça c'est pour nos internautes. Hein. J'espère que tu vas bien. Tout va bien, merci et toi? Non, ça va également. Donc, comme je l'avais dit au départ, aujourd'hui nous allons aborder un proverbe qui nous parle de la force des racines du baobab. Je sais que ça t'inspire beaucoup, mais est-ce que tu veux nous donner déjà une introduction par rapport à ça? Oui, la force du baobab réside dans ses racines. Oui. Et quand on voit le baobab, c'est une des images même qu'on prend pour illustrer certains de nos contrées, hein, certains de nos pays. Oui, oui. Et c'est un arbre qui offre tellement de vertus, de biens, des racines jusqu'au le tronc, les feuilles, hein, le pain de singe, hein, comme le fruit, comme on l'appelle souvent. Et les jus de pain de singe, franchement, c'est tellement bon. Il y a beaucoup de calcium dedans pour les enfants. Et même les noyaux. Les noyaux du pain de singe a aussi ses vertus. On l'utilise aussi pour plein d'autres choses. Et c'est un arbre assez majestueux. Hein? Quand tu vois un peu les baobabs au niveau du Madagascar, parfois il y a de grandes surfaces faites rien que de baobabs et ils se dressent vraiment fièrement. On a l'impression qu'ils sont en train de tutoyer le ciel et on va dire que ce sont les gratte-ciels des forêts des savanes. Oui, on peut se le permettre. Ce sont les gratte-ciels des forêts des savanes. Et surtout quand tu vois le spectacle de loin, on a vraiment le sentiment qu'ils se prolongent, ils vont jusque dans les cieux. Oui. Et dans nos contrées, mais quand tu vois au Sénégal et dans la plupart de nos pays, franchement, les baobabs sont assez majestueux. Et cette majesté que le baobab dégage vient du fait qu'effectivement, il a des racines assez profondes. Parce que si les racines ne sont pas assez profondes, elles ne peuvent pas tenir un arbre aussi volumineux, aussi majestueux, aussi imposant. Donc, quand on dit que la force du baobab réside dans ses racines, c'est tout à fait vrai. Donc, j'imagine la profondeur, le volume même des racines. C'est-à-dire que si on, pour ce qui est à l'extérieur, qu'on voit, si c'est aussi géant, aussi majestueux, j'imagine ce qui est à l'intérieur. Donc, ce sont les racines qui peuvent tenir un arbre comme ça. C'est un peu comme nos constructions. Si tu veux construire un immeuble de 10, de 20 étages, ben, ce qu'il faut faire comme fondation, c'est énorme pour pouvoir tenir un immeuble de cette façon. Oui. Donc, effectivement, on peut conclure que la force d'un baobab réside dans ses racines et c'est ça d'ailleurs même qui lui permet de traverser les âges. De traverser les âges et de pouvoir tenir même en face de tout ce qu'il y a comme intempéries, comme changement de climat ou époque. Parce qu'un baobab qui est vraiment très majestueux
c'est des dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Oui. Donc, pour qu'un arbre puisse avoir un siècle, imagine si cette table-là pouvait parler, ce qu'elle peut raconter, ce qu'il peut raconter comme histoire, tout ce qu'il a vu Il a vu, passer. exactement. Alors, chez une personne, qu'est-ce que représentent les racines? Et maintenant, si on veut faire le parallèle entre ce proverbe et l'individu, Oui, non seulement l'individu, une entreprise, une organisation, même un État, bien sûr. on peut comprendre par ici que la force d'un individu ou d'une entreprise ou le niveau de développement, de croissance d'une entreprise ou le caractère, la personnalité d'un individu proviendrait de la force de ses racines. Donc, pour qu'un individu puisse avoir une personnalité, un caractère, des valeurs, des principes qui lui permettent de faire face aux défis, aux difficultés de la vie ou aux intempéries de la vie, cela suppose que cet individu a des racines assez profondes. Et ces racines ne peuvent provenir que de la structuration ou de la construction qu'il a pu faire depuis le début ou dès sa naissance jusqu'à un moment donné. Une entreprise, c'est la même chose. Pour qu'une entreprise puisse être solide et faire face à tout ce qu'il y a comme mutation, changement, qui sont légion et quotidiennes dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans son environnement géographique immédiat ou dans la sous-région ou dans le monde, pour qu'une entreprise puisse continuer par se développer, par croître et tenir, il faut qu'elle puisse avoir des racines profondes. Il faut qu'elle puisse être construite, qu'elle soit construite sur des valeurs et des principes, sur une culture d'entreprise assez profonde qui lui permettra de traverser les temps. Et que l'individu aussi se construise sur des valeurs, des principes qui lui permettent de traverser des temps et qui lui permettent de pouvoir se développer et de pouvoir s'en sortir, quel que soit l'espace géographique dans lequel il se retrouvera. Donc, même chose, si on fait le parallèle entre le baobab et l'individu ou une organisation, la force d'un individu, d'une organisation, même d'un État, dépend de la profondeur de ses racines, de l'identité du pays, de l'identité de la culture d'entreprise, pour le cas des organisations, de l'identité des valeurs et des principes de l'individu. Avant qu'on aille sur le volet des entreprises et des organisations, revenir sur la personne, donc la personne humaine, un individu. Aujourd'hui, encore une fois avec les réseaux, je suis désolée. Mais c'est un fait. C'est un fait. On peut s'inventer une vie, on peut la renouveler même plusieurs fois. On peut avoir une vie solide, construite sur les réseaux, alors que dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. Et aussi, comme on a l'opportunité d'avoir un portail numérique qui nous donne une certaine existence, on peut se soustraire à cette construction dans la vie réelle parce que cela demande du temps, des années de construction et beaucoup d'expérience. Se limiter à ça et se reposer. On aura fait le travail du baobab aussi. Je suis étonné de voir là où tu as chuté. Parce que le processus ou le raisonnement par lequel tu as passé était un très bon raisonnement. Mais je ne sais pas pourquoi tu as chuté. Je représente la génération. C'est notre pouvoir qu'on veut porter comme ça. Mais tu as fait une très belle description. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'identité numérique. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une identité numérique qui est différente d'une identité réelle. C'est ça. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup préfèrent avoir des identités numériques parce qu'à ce niveau-là, on n'est pas aussi challengé que dans la vie réelle. Oui. Et tu vois parfois sur certaines pages sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « Je suis libre de dire ce que je dis. Si tu me critiques, je te bloque. » Donc, le geste de bloquer sur un réseau social ou des réseaux sociaux est assez simpliste. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Bon. Et rapidement, on sort la personne de sa communauté. Oui. Et on évolue juste avec les gens qui
disent les choses qui nous plaisent ou qui font les choses qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on est en train de se construire Oui. en écartant tout ce qui est adversité, contradiction, hein, de notre communauté. Et beaucoup se sentent bien là-dedans. Donc, effectivement, ça finit par nous faire construire une identité. Mais comme le dit si bien le mot, identité numérique et virtuelle. Oui. Et effectivement, beaucoup de gens se sentent à l'aise comme ça. Et ça leur donne un sentiment de sécurité, de bien-être. De cette façon. Oui. Qui suis-je pour juger ça? La question de savoir, lorsque ce support sur lequel nous avons créé cette identité s'écroule ou s'écroulera, qu'est-ce qu'on deviendra? Et ce qui fait qu'effectivement, dans la vie active, dans la vie réelle, beaucoup ne construisent plus une identité réelle. Or, l'identité se construit à travers les épreuves. C'est en main agitée qu'on connaît la qualité du bois du bateau. Pour citer un autre proverbe. Donc, pour que le bois du bateau puisse devenir un bois résistant et que le bateau puisse traverser tout ce qu'il y a comme tempête, ouragan sur les eaux, il faut que ce bois soit éprouvé. Donc, si le bois n'est pas éprouvé et qu'il pense qu'il est solide, la première tempête qui va se produire sur la mer ou sur la rivière va l'emporter. C'est pour ça qu'effectivement, beaucoup se voient emporter dans la vie réelle parce qu'ils n'ont pas pris le temps de construire l'identité. Et une fois encore, une identité se construit à travers les défis, à travers les épreuves, à travers la contradiction, à travers les rejets. Donc, c'est tout ça qui forge une personnalité. C'est tout ça qui permet d'avoir une solidité. Le baobab ne peut pas être majestueux aujourd'hui s'il n'a pas pu faire face aux intempéries, aux forces de la nature. Plus les forces de la nature venaient aux assauts de ce baobab, il résistait, plus ses racines s'enracinaient, si je peux me répéter ainsi. Et parce qu'il s'enracinait, il peut maintenant venir à bout ou tenir face à des intempéries de magnitude ou de force plus supérieure. Oui. Plus les racines s'approfondissent, plus le baobab tient face à de grandes intempéries. Le pourquoi j'avais fait le parallèle avec le numérique, c'était aussi pour montrer ce caractère de facilité dans la construction d'une identité, comme tu l'as si bien dit, avec le numérique, et qui n'est pas forcément dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, ça demandait plus de temps, ça demandait plus de ressources. D'énergie. D'énergie également. Donc, en fait, comment arriver à construire ses racines, à approfondir cela avec les expériences, parce qu'il y a une expérience qui peut nous arriver, mais qui peut nous rendre amers. Donc là, on n'est pas en train de construire quelque chose, on est en train de se détruire peut-être. Donc, comment arriver réellement à s'enraciner pour avoir une construction durable? Alors, je prends une partie de ce que tu viens de dire avant de remonter au début. Okay. Les expériences amènent à certains égards, oui, on peut estimer que ça nous détruise. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'absolu. Parce qu'une expérience par expérience n'est pas censée être agréable. Ah. Les expériences ne sont pas censées être agréables. Ou toutes les expériences ne sont pas censées être agréables. D'ailleurs, la plupart des expériences sont désagréables. Celles qui nous construisent. Hein. Donc, si la plupart des expériences sont par nature désagréables, et qu'on ne peut pas ne pas passer par les expériences lorsqu'on veut se construire, tu comprends que une des choses qu'il faut faire, c'est d'accepter que la vie est faite de défis et de difficultés. C'est la première chose. Tous ceux qui pensent que la vie devait être un long fleuve tranquille sont toujours étonnés de faire face à des défis. Moi, je suis surpris quand les gens sont surpris des difficultés que la vie auxquelles la vie nous soumet. La vie en elle-même est faite d'expériences douloureuses, désagréables. Et tu vois un peu. Oui. Si on veut faire un clin d'œil à la chrétienté, depuis que
les humains ont eu à désobéir aux lois divines depuis le jardin d'Éden, on a vu ce que devait être désormais leur existence, qui sera fait désormais de difficultés, de défis à surmonter. Donc, de façon générale, la vie est faite de défis et de difficultés. Qui a dit que la vie est juste? La vie n'est pas juste. Hein? Et donc, comment faire pour se construire? C'est déjà accepter que la vie en elle-même n'est pas juste et qu'elle est faite de défis, de difficultés, d'épreuves. Du coup, lorsque je suis dans une situation, je ne devais pas être surpris par les difficultés que je rencontre parce que c'est comme ça que la vie, elle est faite. Et ce n'est que ça qui nous construit. Et tu vois un peu. Oui. Et donc, un exemple pratique, le rejet, le fait que vous soyez rejeté, fait partie de la vie. Les gens ne devaient pas vous accepter systématiquement quand vous entrez dans un groupe ou quand vous venez quelque part. Normalement. Non. Tu as dit normalement, non? C'est ce que beaucoup de gens pensent. C'est pas parce que tu essaies un projet qu'au premier essai, ça devait marcher. Dans la pratique, c'est pas comme ça. Qui n'aimerait pas, quand il fait une première expérience amoureuse avec quelqu'un, que ça se prolonge et qu'il finisse sa vie avec? La plupart d'entre nous. Mais dans la pratique, quand tu prends un échantillon de 10 personnes, 7, 8, voire 9 ne sont pas avec la première personne avec qui ils ont eu leur première relation amoureuse. Mais il se trouve que le niveau de sagesse et d'intelligence auquel nous aboutissons, après, on n'aboutit pas, en tout cas auquel on parvient, c'est le fruit de l'ensemble des expériences douloureuses et désagréables qu'on a eues, qui nous permet à un moment donné d'avoir le discernement par rapport à un certain nombre d'événements qui se produisent pour dire, tiens, ça, je sais là où ça va amener parce que je suis déjà passé par là. Oui. Je n'aurais pas eu l'expérience désagréable que j'ai eue, que je n'aurais pas ce discernement. Donc, pour se construire, déjà dans un premier temps, très tôt dans la vie, nos parents, nos tuteurs, nos géniteurs ont déjà un rôle dans nos vies. Ils nous apprennent, ils nous éduquent, ils nous apprennent un certain nombre de valeurs, de principes qu'on doit déjà commencer par apprendre, s'approprier, qui doit déjà nous guider. Dans un premier lieu, dans un premier temps. Ensuite, on rencontre des amis, on rentre dans des groupes, pour certains, on va à l'école, etc. Donc, tout ce beau monde-là, déjà parti des parents, et tous ceux avec qui on est en interaction perpétuelle au cours de nos vies, tous ceux-là sont des gens qui nous apprennent des choses. Tous ceux-là sont des enseignants. Donc, on doit tirer un certain nombre de principes et de valeurs de toutes ces expériences qu'on fait depuis la maison avec les parents et tout au long de la vie. Et ce sont ces principes-là qui doivent être les balises. Généralement, on ne fait que traverser les expériences sans pour autant nous arrêter et nous dire que de cette expérience, voilà ce que j'ai appris. Quelles leçons? Même de mes parents, voilà quand j'observe la vie de mes parents, voilà les valeurs que j'en tire. Parce qu'il est très rare de voir les parents faire asseoir les enfants pour dire notre vie, voilà les valeurs que nous t'apprenons. Non, en fait, c'est en termes d'observation et c'est l'observation-là qu'on n'a pas généralement. On traverse juste la vie, les expériences. Et on subit les événements quand ils se produisent. Exactement. Et le parallèle que j'aimerais que tu en fasses, que tu approfondisses plutôt, c'est qu'on a les racines, mais qu'est-ce qui fait nourrir les racines? Donc là, ce sont les valeurs, les principes dont tu parlais. Oui, ce sont les expériences et nos propres essais, les choses que nous essayons qui viennent nourrir les racines. Parce que les valeurs, on nous les donne. On dit, il faut être correct dans la vie, il faut être honnête dans la vie, ne prends pas la chose de l'autre. Ne vole pas, quelque chose qui ne t'appartient pas, ne prends pas ça, ne mens pas, etc. Voilà, c'est un nombre de valeurs que les parents commencent par donner aux enfants très tôt dans la vie. La religion aussi donne un certain nombre de valeurs. L'école, la société aussi donne un certain nombre de valeurs. C'est un coup de route que nous nous laissons distraire. Donc ces valeurs-là, quand on les prend, on ne les a pas encore éprouvées. C'est-à-dire quand on dit ne vole pas ou ne prends pas la chose d'autrui, et que tu te retrouves dans une situation de manque. C'est ça qui va tester même si la valeur est fondée ou non. Donc quand je suis en manque, que je vois une chose en face de moi,
qu'elle ne m'appartient pas. Alors, il se trouve qu'au départ, on m'a toujours dit, ce qui ne t'appartient pas, ne le prends pas. Que je suis en manque, je suis maintenant en face d'un choix. Oui. Est-ce que je prends parce que je suis en manque ou je ne prends pas malgré le manque, étant donné qu'on m'a dit de ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Oui. Donc, quand je suis en situation maintenant, le choix que j'opérerai va maintenant permettre d'ancrer la valeur qui m'a été transmise maintenant. Ça va s'enraciner. Si 2, 3, 4 fois, je me retrouve chaque fois devant une situation où je suis en manque, qu'il y a la chose qui est l'objet ou qui doit subvenir à ce manque en face de moi, que je ne la prends pas, ça continue pas à s'enraciner. Et après, ça devient une personnalité. Après, ça devient un trait de personnalité, un trait de caractère, qui fait que même si tu te retrouves à un poste de responsabilité dans une entreprise, tu deviens ministre, tu deviens député, tu deviens président, tu ne vas pas prendre la chose du peuple parce que ce n'est pas pour toi. Parce que c'était déjà ancré. C'était une valeur qu'on t'a donnée. Valeur. Ensuite, quand tu t'es retrouvé en situation, tu l'as expérimenté et malgré la douleur que tu as ressentie, quand tu l'expérimentais, tu as tenu et ça finit par s'enraciner en toi. Donc, quand tu te retrouves dans une situation d'une ampleur plus élevée, cette même valeur te suit. Qui vole un œuf, vole quoi? Volera un bœuf. Mais qui arrive à tenir en face d'un œuf, au fur et à mesure, quand il sera même en face d'un bœuf, il sait que le bœuf ne lui appartient pas, il ne prend pas. J'aimerais qu'on revienne sur un passage aussi que tu as effleuré un peu au début en parlant du baobab, que si le baobab a pu tenir malgré les intempéries, c'est parce que il a ses racines assez profondes. Et aujourd'hui, par exemple, dans la vie courante d'une personne ou bien d'une entreprise, il y a de ces moments où les personnes rencontrent des difficultés et on peut avoir des profils de personnes qui vont renoncer ou se dire que non, c'est trop, la vie est trop dure pour moi, je renonce à tel projet parce que ça ne marche plus, parce qu'il y a trop de difficultés, je renonce à telle relation. Qu'est-ce que tu peux dire dans ce sens-là? Oui, ça rejoint un peu ce qu'on avait commencé par aborder en parlant d'identité. Et donc, si je ne développe pas ou je n'accepte pas de faire face aux difficultés, aux rejets, etc., j'aurai une identité molle, fragile. C'est en ce moment-là que, même quand je vais rentrer dans le monde professionnel, aux premières difficultés, je vais laisser tomber parce que j'ai développé l'habitude de laisser tomber. Oui. Aujourd'hui, on voit, je ne veux pas banaliser ce sujet parce que c'est un sujet très délicat. On nous parle de santé mentale et aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent dans la dépression. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les fondements solides? En partie, parce que je suis heureux que tu aies débuté en disant que tu ne veux pas banaliser ça. Parce qu'effectivement, il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas demander aux gens de persévérer dans une mauvaise voie alors que inexorablement, ils sont en train d'aller vers le déclin où ils peuvent même perdre la vie. N'est-ce pas? Mais ceci dit, je me rends compte de plus en plus que une des choses la plus partagée aujourd'hui, c'est la faiblesse émotionnelle. Qu'on veut vite abandonner. Nous sommes devenus un peu plus faibles émotionnellement. Ou fragiles. Fragiles aussi émotionnellement. On va plutôt dire fragile. Fragilité émotionnelle. Mais la fragilité émotionnelle, c'est une résultante du fait que nous avons, sans le vouloir, sans le savoir inconsciemment, pratiqué la fuite devant tout ce qui est contradiction, tout ce qui est différence, tout ce qui est contraire à nous. Plus tu fuis les situations contradictoires, la différence, quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, plus tu développes la fragilité émotionnelle. Parce que le muscle se renforce lorsqu'il est challengé. Un muscle qu'on n'utilise pas fait quoi? Ça s'atrophie. L'émotion, on peut considérer les émotions comme des muscles. Si vous avez l'habitude de faire face à des difficultés, face à des défis, face à des situations conflictuelles,
face à la différence et que vous les affrontez, vous renforcez votre muscle émotionnel. À partir de ce moment, quand vous allez vous retrouver dans des groupes ou dans une entreprise ou dans un département, dans une direction que vous êtes challengé, ayant développé votre muscle émotionnel, il y a des situations devant lesquelles vous ne fuyez pas. Mais si vous avez l'habitude très tôt de fuir tout ce qui est différent, tout ce que vous n'aimez pas, moi je n'aime pas ça, quand quelque chose me dérange, moi je quitte dedans. S'il veut me fatiguer, moi je laisse tomber. Plus vous développez ça à un niveau, à une échelle très bas, quand vous allez rentrer dans des groupes, dans une entreprise, ou même quand vous allez vous marier, sachant que ce type de relation, par essence, c'est la gestion de la différence, vous allez avoir des difficultés. Aujourd'hui, regarde par exemple la plupart des enfants. Lorsqu'ils ne sont pas contents, ils boudent leurs parents. Oui. Lorsqu'ils ne sont pas contents avec leurs camarades, ils boudent. Il va rester dans son coin. Il refuse de manger. Il refuse de dormir, de s'alimenter. Il faut qu'on le supplie, etc. Bon, franchement, est-ce qu'on ne peut pas ne pas faire ça? Je ne sais pas trop. Mais si ça continue comme ça, ces enfants sont en train de développer la fragilité émotionnelle sans le savoir. Oui. Donc, du coup, quand ils vont rentrer dans une sphère de la vie un peu plus grande, ils vont penser que les caprices ou les choses qu'ils faisaient ici, pour lesquelles on négocie avec eux, que ça va continuer ici. Et quand les gens ne leur font pas la même chose, ils vont laisser tomber. Ils vont rechercher des gens qui vont les accepter, qui vont accepter leurs caprices, etc. Donc, la fragilité émotionnelle se développe dans le temps. Au même moment, celui qui, lorsqu'il est challengé, il est dans les difficultés, il souffre, il a mal, mais il fait face à ça, il développe son muscle. Et il développe aussi une identité qui fait que ces personnes, quand elles se retrouvent dans des situations d'un niveau de challenge plus élevé, puisqu'il a développé cette habitude, il peut faire face un peu plus à ça. Maintenant, tu parlais de santé émotionnelle. Oui. Ça ne veut pas dire que toutes les situations dans lesquelles je me retrouve, il faut que je joue au héros. Ok. Tu vois un peu? Oui. Parce qu'effectivement, il y a des situations, il faut avoir le discernement. Je pense qu'on avait vu dans une vidéo précédente qu'il y a des gens qui carburent à la haine, Oui. à la jalousie, aux énergies négatives. Donc, si effectivement je me retrouve dans une situation ou dans un environnement et je me rends compte qu'effectivement il y a un individu ou deux individus et ils carburent aux querelles, aux palabres, quand il y a les conflits, c'est ça qui les fait carburer, il faut qu'ils fassent attention. Deux cas de figure. Il y a des situations où on peut physiquement s'extraire, quitter définitivement. Oui. Mais il y a d'autres situations où on ne peut pas physiquement quitter. Une relation, la famille ou un travail où on ne peut pas encore démissionner. En ce moment, il faut développer la capacité qui fait que les événements qui se produisent à l'extérieur ne vous atteignent pas. On ne soit pas contaminé parce que les émotions, ça se contamine. C'est-à-dire qu'on peut être contaminé par les émotions. C'est pour ça que tu es dans un bureau, un environnement où les gens rient et le rire se prolonge dans le temps. Tu ne sais pas ce qui se passe, toi-même, tu te mets à rire. Exactement. Ou encore, tu viens d'un environnement, tout le monde est triste, les gens ne parlent pas. Tu viens, tu parles à une personne, tu parles à une deuxième personne, personne ne répond. Quelques temps après, C'est ça. toi-même, tu te retrouves tranquille. Donc, les émotions sont comme des virus, ça peut nous contaminer. Donc, parfois, effectivement, pour préserver sa santé mentale, on peut se retrouver à devoir faire des choix, à devoir quitter physiquement un environnement où on est physiquement là-bas, mais à créer des barrières émotionnelles pour que ce que les gens font plutôt, ne nous atteigne pas, afin de préserver sa santé mentale. Mais dans tous les cas, l'identité se forge dans les difficultés, dans l'épreuve. L'identité se forge dans le fait de pouvoir faire face à tout ce qu'il y a comme injustice dans la vie aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça se forge. Et même si on nous donne des valeurs, ces valeurs sont comme de la matière brute. C'est de l'information brute. Ce n'est qu'à travers les expériences, les pratiques, que ces valeurs maintenant vont s'enraciner. Et quand ça s'enracine, nous sommes capables maintenant de nous déployer à l'extérieur et de faire face à tout ce qu'il y a comme intempéries, comme
défis comme difficultés qui sont inhérents à la vie. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps d'être dans un entrepôt, de se dire, je vais me préparer là-bas pour Pour revenir sortir, ensuite. non, c'est pas une voiture qu'on construit. Même les voitures, quand on les construit, avant de les mettre sur le marché, on leur fait faire des tests. Hein. C'est-à-dire que les voitures que toi et moi on conduit, quand c'est fabriqué à l'usine, ce n'est pas directement mis sur le marché. Hein. Avant que ça ne soit mis sur le marché, on le fait passer une foule de tests. On le fait passer par tous les environnements possibles. Par l'eau, par la boue, par le sable, par les intempéries. Hein. On les met dans des conditions pour tester la solidité, C'est ça. la fiabilité, la sécurité au niveau de la voiture avant de le mettre sur le marché. Donc, même les choses qu'on fait en laboratoire, on le fait sur des tests avant qu'on ne les mette sur le marché. Exactement. Alors que la vie, elle est en même temps courante. On grandit avec les parents, ils nous inculquent les valeurs, l'éducation qu'il faut. Mais la société, la religion, c'est ça. tout ça. Mais la vie courante, on fait des expériences, on tombe, on se relève et tout ça. Et il y a une certaine fragilité dans cette construction-là. Comment arriver en fait à tenir face aux échecs qui peuvent nous rendre fragiles, mais à toujours considérer en fait qu'on est dans le processus de cette construction. Et je pense que nous avons normalement la clé à ça. Surtout quand je regarde l'Afrique, nos pays africains, nous avons normalement la clé de ça. Malheureusement, on est en train de perdre cette valeur-là, la valeur de la communauté. Parce qu'un individu seul, face à certaines situations de la vie, ne peut pas tenir. Il y a des épreuves de la vie, quand tu es seul, ces épreuves vont venir à bout de toi. Vous savez, hein, pour tout le monde, hein, tu sais, quand il y a une forêt, il y a certaines forces de la nature qui ne peuvent pas détruire la forêt. Parce que plus il y a d'arbres, plus les arbres résistent aux assauts de la nature. On a parlé d'une ceinture verte là, au niveau de l'Afrique, du Sénégal jusqu'à Djibouti, pour bloquer l'avancée du désert. Mais avec quoi est-ce qu'on voulait bloquer l'avancée du désert? Avec la forêt. Il était question de planter des arbres tout au long de ces ceintures, du Sénégal jusqu'à Djibouti, pour que ces arbres-là constituent une barrière naturelle contre l'avancée du désert. Et effectivement, si ces forêts-là se développent et grandissent, il va être difficile au sable de traverser la forêt. Donc, les forêts constitueront une barrière naturelle contre les assauts du désert. Et s'il n'y a pas d'arbres, le désert avance. On voit comment est-ce que le désert est en train de bouffer la Mauritanie, le Mali, etc., jusqu'en Djibouti. Donc, quand la forêt est là, la forêt fait barrière à tout ce qui est avancée du désert, déforestation, changement climatique, etc., etc. Mais quand il y a un seul arbre dans un îlot isolé, le vent facilement aura raison de ça. C'est ça la force de la communauté. Et ça, c'est une valeur africaine. Mais malheureusement, on est en train de perdre ça. Donc, il y a des épreuves, c'est plus facile de les traverser lorsqu'on est en communauté. Lorsqu'on est avec des gens qui, soit voient les choses de la même manière que nous, qui vont dans la même direction que nous, qui ont la même vision que nous, avec qui on peut partager un certain nombre de choses. Regarde par exemple la Covid. Une des choses qui a permis à l'Afrique et beaucoup d'autres pays, surtout les pays qu'on appelle le Sud global, de tenir, c'est la communauté. Même si tu n'as pas mangé, tu peux aller, c'est-à-dire que tu peux coco quoi, tu vois un peu. Il va couper un peu, il va te donner. Tu vas au village, mais c'est-à-dire que tu peux manger dans toutes les cases. Dès qu'on voit que tu es là, mais ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, on te met, on te garde là, on doit préparer, tu dois manger en deux parties. Si tu ne manges pas, ça, tu as des problèmes.
toutes les cases que tu dois boire de l'eau. Il veut te donner quelque chose avant de partir. C'est-à-dire que quand tu rends visite à quelqu'un, si la personne ne t'a pas donné quelque chose, elle se sent mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il peut lui donner maintenant? C'est ça. Tu vois, les tantes, les vieilles, elle veut même te mettre au dos. C'est ça. Mais c'est ça la force de la communauté. Mm. Mais nous développons l'individualisme. On veut, chacun est seul dans son coin. C'est ça. Il y a des choses que les gens vivent seuls dans leur appartement, tu n'imagines pas. Et en société, ils sont tout beaux, tout frais. Ils ont une identité numérique ou C'est digitale qui est tout autre, mais quand ils sont seuls, ils Ils souffrent sont le en martyre. dépression. C'est difficile. En ce moment, tu ne peux que fuir des situations qui risquent d'ajouter une couche supplémentaire à ce que tu vis déjà. Oui. Et les gens sont seuls, tu penses qu'ils sont heureux, mais c'est très difficile pour eux. Et tout le monde est seul. J'espère qu'on va revenir sur un aspect dans une autre vidéo. Tu vois, par exemple, les cours communes. Mm. Ça n'engage que moi. Moi, je trouve que c'est un lieu par excellence pour apprendre la vie en société. Les cours communes, il n'y a pas un endroit où il y a plus de bagarre, mais il n'y a pas un endroit où il y a plus de solidarité. Mm. Ça éduque, ça forme. Tout le monde a eu ses expériences, mais dans le fond, moi j'estime que c'est un endroit qui forme, qui permet de socialiser, qui permet de gérer les différences. Il y a des parents qui interdisent à leurs enfants de jouer. Quand les enfants sortent de la cour, ils vont jouer dehors. Quand ils veulent rentrer à la maison, là, ils se séparent. Ils mettent l'intérêt du jeu au-dessus de ce que leurs parents leur disent, etc. etc. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans son chacun. Chacun dans son chacun. Et chacun souffre dans son chacun. Donc, bref, pour pouvoir tenir par rapport à ça, ou tout ce qui a comme intempérie, difficulté, j'estime que la communauté, le collectif peut être une solution à cela. D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur l'exemple que tu viens de donner, très rapidement peut-être. Et bon, avec un lien aussi avec notre proverbe. En Afrique, ou bien dans notre éducation, je pense qu'il y a plusieurs valeurs qu'on nous inculque ou qui se passent sous notre yeux comme ça, mais qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre propre manière de fonctionner. Parce que quand tu parlais de la cour commune, ou bien quand tu vois certains parents africains se lever très tôt le matin, aller chercher du travail, se tuer en fait à la tâche pour payer la scolarité, tenir le foyer, tout ça, alors que l'enfant même ne savait pas que c'est tout ce sacrifice-là que le parent faisait avant de les nourrir. Et aux premières difficultés de la vie, dit non, c'est trop dur, moi je veux abandonner. En fait, c'est tout l'héritage-là que je ne sais pas si je dois dire que les parents n'ont pas su transmettre ou que les enfants n'ont pas su convertir ça en leçon de vie et qui fait aujourd'hui en fait qu'ils ne sont pas assez outillés pour affronter en fait les défis de la vie. Je sais pas. Oui, c'est possible. On peut faire un clin d'œil à ce que tu es en train de dire. Et j'ai le sentiment que cet état de choses est de plus en plus prononcé dans l'ère d'aujourd'hui. Parce que, regarde, la génération d'avant ou l'avant-dernière génération, quand ils vont dans les champs, ils vont faire du commerce, etc., les enfants sont dans la pratique, ils sont dans la réalité, ils voient. Oui. Ils voient comment est-ce que le parent va au champ, comment est-ce que la maman se débrouille, et généralement, ils sont entraînés dans le lot. Donc, ils voyaient, ils n'étaient pas exclus du processus. Ils n'étaient pas exclus de comment est-ce que la famille faisait pour pouvoir vivre. Mais quand tu prends la génération d'aujourd'hui, qui est le fruit de la génération précédente, à cause d'un certain nombre de choses que nous avons vécues, beaucoup d'entre nous raisonnent de la façon suivante. Je ne voudrais pas que mes enfants vivent ou subissent ce que moi j'ai subi. Donc, du coup, c'est cloisonné. La manière dont le parent fonctionne est un cloison séparé du cloison de ce que l'enfant vit. Donc, dans la pratique, l'enfant ne sait pas vraiment ce que le parent vit. Quand lui se réveille, il y a le petit déjeuner qui est prêt, on le dépose en voiture à l'école, il y a la nounou qui est là, il y a peut-être le chauffeur qui est là, même si ce que je décris, ce n'est pas le commun de ce que toutes les familles vivent, mais c'est ce à quoi on assiste de plus en plus.
Donc, les enfants ne savent pas en réalité ce que les parents vivent. Et les enfants, pour eux, c'est une vie assez tranquille, etc. Du coup, quand ils finissent par se retrouver en situation, ne sachant pas qu'en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne, ils sont étonnés. Ils sont surpris. Ils vont appeler leur mère. Ils Maman, ont je ne peux l'impression plus. qu'ils vivent une injustice. C'est ça. Or, c'est la vie même qui est injuste par essence. Donc, pour finir là-bas, et j'espère, comme tu l'as dit, qu'on reviendra sur ça dans une autre vidéo, c'est que la plupart des parents d'aujourd'hui cloisonnent le mot la famille. Donc, il n'y a pas une interaction dans le mode de fonctionnement de la famille. Beaucoup d'enfants ne savent pas ce que leurs parents vivent en réalité. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a une fragilité qui commence par naître à partir de ce moment. C'est ça. Et quand les enfants finissent par rentrer dans la vie active, où ils vont à l'école, ils arrivent au collège, au lycée, au campus, ils voient ils font face maintenant à un certain nombre de réalités, ils sont surpris, ils sont étonnés. C'est comme un enfant qui a fait les études dans une école privée, mais après il se trouve dans une faculté. C'est deux mondes complètement... Il ne comprend pas. Parce que où ils étaient 25 ou 30 dans la salle. Maintenant, quand il vient ici... ce sont les premières leçons de la vie d'adulte. Quand il vient sur le campus, il voit 500 personnes, 1000 personnes qui sont là. Et puis, il y a des gens qui sont assis sur des briques. Il y en a qui sont à la fenêtre en train de noter. Il ne comprend pas. C'est comme s'il est sur une autre planète. C'est là que beaucoup de décisions se prennent. C'est assez difficile, mais je pense que ça fait partie de la vie. Comme le coach l'a dit au début, la vie, elle est faite de défis. Et mieux le comprendre tôt. Très tôt. Mieux c'est. Mieux c'est, et on s'outille avec les valeurs que la famille nous a déjà inculquées. La vie académique, ou à l'école, ce que nous lisons, ce que les mentors nous disent, ce que nos aînés. Il est aussi important de pouvoir toujours avoir des conseils auprès des aînés, nous disent. C'est ce qui renforce réellement nos valeurs, et ce qui l'approfondit surtout, c'est les expériences que nous faisons pour attester que nous avons réellement compris la leçon. C'était le proverbe: la force du baobab réside dans ses racines. Coach, tu as un dernier mot? Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Il y a plein d'autres sujets qu'on a entamés en faisant le commentaire, mais j'espère qu'on va revenir sur ces aspects-là dans d'autres vidéos à partir de d'autres proverbes. Sinon, je pense qu'on a essayé de faire le tour. Et si vous avez une autre compréhension donc, de ce proverbe, vous pouvez le mettre en commentaire. On se fera le plaisir de l'aborder les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo également, et on vous remercie pour le temps accordé. Merci beaucoup. Et le chant du coq de demain matin, ou en tout cas le lendemain du visionnage de cette vidéo, c'est à nous qui vous disons merci de la sorte. Merci et à la prochaine.